Voilà, Irène et Cyrus, merci beaucoup. À vous l'antenne. Merci, bonjour à tous. Alors voilà, je pense que pour beaucoup d'entre vous dont je reconnais très rapidement les visages, on est déjà, disons, connus en termes de binôme. Donc l'idée, c'est d'apporter une vision médicale groupée, à savoir physique, somatique et à la fois psychique sur des sujets où les 2 aspects sont prépondérants, importants. Donc ce semestre, il l'a dit, hein, Alan, on a plutôt des sujets un peu moins médicaux purs et durs, on va dire, peut-être plus médicaux quand même, parce qu'on aura la vision médicale qu'on va donner nous, mais néanmoins des sujets un peu plus généraux, un peu plus psychosociaux, on va dire. C'était un peu la volonté de Cité Senior, qu'on refasse, disons quelque chose de plus thématique sur le rôle du proche aidant. On avait déjà animé des ateliers, vous savez que ce terme maintenant est vraiment, très, on va dire, à la mode quelque part. On parle beaucoup du proche aidant. Ça permet d'identifier, la personne en gros qui aide le patient et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, on a essayé d'estimer à peu près, une estimation 2012, les études, sont pas nombreuses et en même temps, je remercie Cyrus d'avoir trouvé ce chiffre. Alors, les personnes tributaires de l'aide d'un proche, c'est plutôt difficile à estimer en Suisse, mais on a une évaluation quand même, 700 000, 800 000. Donc, en gros, c'est des gros chiffres, donc ça veut dire beaucoup de personnes. Mais en fait, avant tout, c'est la terminologie. Qu'est-ce que le proche aidant, qui est quand même, je dirais, important peut-être de préciser ou en tout cas de tenter de préciser. Qui entre dans cette catégorie? Comment on définit l'aidant? Est-ce que c'est un aidant informel, un aidant naturel? Parce que proche, ça peut être un voisin, mais ça peut être un membre de la famille. Donc, dans ce cas, un aidant familial. Le point commun qu'on a retrouvé, c'est une personne qui apporte de l'aide. Et peut-être qu'il est important de souligner, c'est sans appartenir au cadre de soins professionnels. On fait bien la distinction. Le proche aidant, en fait, à la base, c'est celui qui amène de l'aide, mais à la base aussi sans appartenir forcément, je veux dire, à un cadre professionnel. Alors, de ce fait, on différencie donc les proches aidants des soignants. Alors, les soignants, je les ai à peu près étiquetés. Il y en a d'autres, on pourra en rajouter. Vous les voyez un petit peu sur la gauche comme étant en haut le proche aidant en étant non soignant, ou il peut l'être également, mais enfin, à la base, c'est plutôt un non soignant. Et puis, les soignants, que sont le médecin traitant, les divers spécialistes, les infirmiers, les aides en soins, les gouvernantes, les auxiliaires de propreté, les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, les assistants sociaux, les bénévoles. Donc, il y a tout un nombre vraiment de personnes qui tournent autour du patient et ceux-là portent l'étiquette de soignant en raison de leur formation. Et à côté de ça, on va dire, on tente d'identifier le proche aidant comme quelqu'un, je répète, à la base de non soignant. Même s'il prodigue des soins, hein. C'est pas disqualifiant de dire qu'il est non soignant, il prodigue souvent des soins, mais c'est dire qu'on essaye de faire cette distinction si on veut parler proche aidant différent du soigné. Alors, la difficulté, elle est liée et ça coule de source sur ce schéma évidemment un peu gris parce que c'est parfois certains sources de certains, pas vraiment conflits, mais en tout cas divergences d'opinion. C'est des difficultés qui sont liées à la multiplicité des intervenants. Si on revient sur la dia d'avant, vous voyez juste qu'en ayant juste nommé certains soignants, et souvent dans les situations domiciliaires, on a tout ça. Quand on rajoute à ça le proche aidant, c'est clair qu'il y a une multiplicité de gens autour du patient, ce qui rend évidemment les choses difficiles en termes de communication. Alors, c'est un peu comme dans un grand orchestre, hein, pour voir la chose de façon, disons, un peu plus symbolique et en même temps un peu plus joyeuse, où chacun doit un petit peu trouver sa place et en même temps, le tout doit être accordé comme dans une symphonie. Le rôle du proche aidant, avant tout, on aimerait souligner qu'il est éprouvant. Alors, quand je dis éprouvant, c'est un terme général pour dire que c'est un investissement majeur. C'est la raison pour laquelle
on a fait de ce chapitre, il y a déjà, on va dire, 5 à 10 ans surtout, quelque chose de crucial dans la mise en place des soins, le proche aidant en faisant partie évidemment. Et un des objectifs, c'est justement celui de trouver cette distance, un peu comme sur l'autoroute quand on a quelque chose de signalé ou la route, un, 2 traits. Quelle est la bonne distance? C'est beaucoup plus difficile parce qu'en fin de compte, cette distance-là, en fonction des situations, elle peut être variable, mais elle est à jauger à chaque intervention auprès du patient. Alors, les obstacles fréquents, on a tenté de les résumer avec des termes très simples. C'est quand est-ce qu'on en fait trop en tant que proche aidant? Quand est-ce qu'on en fait trop peu? En gros, la limite, elle est difficile. Il y a un mélange d'enjeux, évidemment, la réussite qu'on a envie d'avoir, d'arriver à participer, à faire en sorte que le patient soit mieux, à participer d'une façon, disons, qui implique la personne également aux soins. Et en même temps, il y a un mélange souvent de sentiments que les soignants, plus en retrait, en général, n'ont pas directement pour le patient. Donc, c'est là que cette frontière est difficile à gérer. Et puis, ce rôle, je le redis d'une façon différente, euh, avec une difficulté à trouver une place. Alors, attention, complémentarité, ça serait ce que l'on vise entre soignants et proches aidants si on fait cette distinction. Évidemment, on voudrait éviter que ce ne soit une adversité. Ça veut dire les soignants contre le proche aidant, qui fait mieux, une espèce de compétition. Vous comprenez bien que si on dégrade autour du patient cette relation dans un système de triangulation où les soignants font front ou l'inverse, où le proche aidant fait front aux soignants, on arrive à quelque chose d'extrêmement délétère pour le patient. Donc c'est ça qu'il faut essayer de quand même éviter, en le soulignant, ça existe, d'accord? Mais c'est ce qu'on voudrait, on a l'ambition d'éviter. Alors, c'est assez subtil. Je pense que le jeu d'échecs est quand même quelque chose qui représente un petit peu cette subtilité. Et donc, tout est, une fois qu'on a posé les bases, dans l'enjeu de dire, et peut-être en recentrant sur le patient, on arrive à faire cette différence en disant, ben, si on vise tous la même chose, c'est-à-dire l'aide que l'on veut apporter au patient, souvent, ça permet d'être complémentaire et non adversaire. Alors, je te cède un petit peu la parole pour la partie un peu plus psychique. Voilà. Alors, ça implique beaucoup de choses d'aider, hein. C'est pas juste apporter une aide ponctuelle qui peut être une aide matérielle ou financière ou autre. Ça, c'est plus concret, plus facile, mais ça va impliquer différentes dimensions. Déjà, quand on aide quelqu'un, un proche, famille, ami, toute personne qui est proche au niveau affectif ou simplement dans sa position par rapport à soi. Est-ce qu'on le fait par responsabilité? Ça peut être une des raisons, hein. Dans la famille, il y a souvent ces enjeux de responsabilité vis-à-vis d'un parent plus âgé, heu, qui est en situation de dépendance. Est-ce qu'on le fait par devoir, un sentiment d'obligation, de ne pas être critiqué ou jugé si on ne le fait pas? Par loyauté, c'est déjà un peu plus noble, on peut dire: «J'ai une sorte de fidélité, je rends aussi ce que j'ai reçu». Donc c'est tout des dimensions qui sont impliquées dans le fait d'aider et qui vont donner aussi à l'aide une valeur et une sorte de force plus ou moins élevée. Il y a des phénomènes qui peuvent survenir, surtout sur la longueur. Quand on n'aide pas forcément parfaitement, on peut se voir, reprocher certaines choses, il peut y avoir des conflits, comme on l'a vu, hein, tout le monde ne va pas dans le même sens. On peut ressentir donc de la culpabilité qui remet en cause sa façon d'aider. Souvent, on voit aussi dans les situations chroniques, longues, une situation de dépendance qui se crée, qui va dans un sens d'abord, c'est-à-dire la personne aidée, fragilisée, est dépendante de ses proches qui l'aident, mais à l'inverse aussi, ceux qui aident, au bout d'un moment, se mettent dans un rôle qui devient presque automatique ou leur raison d'être. Et là, on a un phénomène qu'on pourrait dire de codépendance, au fond. Les deux personnes sont liées dans cette relation. Parfois au risque de perdre un peu le reste des valeurs ou le sens de la vie, par exemple pour l'aidant qui oublie de s'occuper de sa propre vie. On verra aussi quelques exemples et le risque d'épuisement notamment, hein. Alors l'intrusion, c'est quand
plusieurs personnes aident, on a vu, hein, comme dans un orchestre, il y a parfois des personnes qui viennent s'immiscer. Est-ce que leur rôle est d'aider? Est-ce qu'elles sont légitimes dans l'aide? Là aussi, il n'y a pas de critères ou de limites nettes en qui peut aider ou pas. C'est pour ça que c'est un domaine qui nécessite ou qui mériterait d'être un peu plus formalisé, où la place de l'aidant serait plus, un statut, hein, reconnu, plutôt que chacun qui met un petit peu du sien. Il y a des phénomènes d'abandon, hein, on peut imaginer quelqu'un qui aide, au bout d'un moment, la fatigue s'installe, le découragement, la lassitude et puis on diminue sa façon d'aider ou on se retire et là, ça peut être mal vécu, des 2 côtés aussi. Et ce fameux phénomène d'épuisement qui est mettant une dimension importante dont on commence à se préoccuper et à s'occuper peut-être en fournissant plus d'aide aux proches aidants. Et c'est un peu l'enjeu des années qui viendront, de prévenir l'épuisement des aidants pour qu'ils puissent continuer à agir efficacement et à soutenir le réseau de soins, pour que tout le monde, puisse, aider de façon sur le long terme. Il y a d'autres phénomènes peut-être dans l'expérience personnelle de chacun qui est ressenti dans sa situation d'aidant. Alors aider quand on est proche, ce terme veut dire qu'il y a quelque chose d'affectif aussi, un lien quelque part. Et donc ça va engendrer des émotions. On n'aide pas purement professionnellement, de façon, simplement, objective et puis après le travail, c'est terminé. Non, ça nécessite des émotions qui sont partagées. Alors, on sait que pour aider correctement, bien sur le long terme, il faut un minimum d'empathie. Il faut essayer de se représenter la situation de la personne qu'on aide pour l'aider positivement, efficacement, de se mettre à sa place parfois. La sympathie, c'est une nuance de l'empathie, on va dire, un degré supplémentaire quand on est dans la famille ou quand on est dans le couple, par exemple. Là, il y a plus que de l'empathie, c'est vraiment un lien affectif, fort. Au minimum, il faut de la bienveillance. Là, on pense plutôt aux personnes proches comme les voisins ou les amis, pas forcément avoir une affection, pour la personne qui est très développée parce qu'il y a pas un lien, direct, mais de la bienveillance, l'envie d'aider, l'envie que la personne aille mieux, ce qu'on va appeler de la bienveillance, ce qui est déjà une grande qualité. Et l'aidant, évidemment, il doit, comme, toute situation qui dure, faire preuve d'adaptation puisque ce qu'on fait à un moment donné, au début peut-être de l'aide, va pas être valable sur le long terme. On doit s'adapter. Ça, c'est essentiel pour durer. On verra que si on met trop d'investissement au début et on part, vraiment, de façon, on va dire, pratiquement intense dans l'aide, on va s'épuiser assez rapidement et c'est pas forcément efficace. C'est pas forcément ce que la personne, le patient qui est aidé veut. Il doit pouvoir s'appuyer sur quelque chose qu'il sent durable. Donc il faut faire preuve de ressources personnelles pour l'aidant, hein, de l'endurance, capable de se remettre en question, de différer un petit peu l'aide parfois, d'aider moins ou plus selon les situations et d'avoir aussi recours à des ressources externes. On a vu, beaucoup de personnes gravitent autour d'un patient, par exemple. Il faut être organisé, mais il faut pouvoir s'entraider. Comme dans un orchestre, on ne peut pas jouer tout seul. Il faut, se mettre un peu au diapason ensemble. Là aussi, c'est quelque chose de compliqué. Souvent, il n'y a pas vraiment de personne qui guide l'aide. On verra le rôle du médecin, généraliste, par exemple, qui peut, jouer un peu ce rôle de chef d'orchestre. Une autre valeur essentielle que souvent je décris, c'est cette fameuse, idée d'essayer de favoriser quand même l'autonomie de la personne aidée. Aider, ça ne veut pas dire tout faire à la place, se substituer à la personne, ça peut être plus facile parfois, mais quand même d'essayer de préserver les capacités de la personne en situation de difficulté, atteinte dans sa santé. Ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire le renforcer ses propres ressources, hein. L'aider en favorisant ses ressources pour qu'après le l'aider puisse s'aider lui-même. Il est très proche de lui-même. Alors, souvent, on me pose la question, on discute de c'est quoi l'empathie? C'est un terme qu'on utilise tout le temps, mais on n'arrive pas vraiment à le définir. Heu, Là, c'est une définition un peu philosophique, un mode de connaissance, l'empathie, alors que la sympathie est un mode de rencontre avec autrui. L'empathie va pas forcément avoir une valeur émotionnelle aussi forte, c'est une question de se représenter la situation de l'autre, de comprendre et de pouvoir se mettre à sa place. La sympathie, c'est plus un partage émotionnel, si on veut donner une définition pour différencier un peu les 2. Alors justement, je remets encore une seconde
cette phrase inspirante. Donc on va utiliser pour aider bien, peut-être plutôt l'empathie. Ça nous permet d'être plus objectifs, hein, de ne pas se laisser aller à être trop atteint émotionnellement dans la souffrance de quelqu'un. On ne choisit pas toujours, mais lorsqu'on est trop, dans cette, souffrance émotionnelle, on a à peine parfois à voir les choses, à prendre un peu de recul et à aider de façon efficace. L'empathie, par exemple, typiquement, intervient dans les relations médecin-patient ou soignant-patient, hein. Il faut de l'empathie, mais pas forcément vivre, exactement la même émotion et puis, au fond, sombrer un peu avec le problème du patient, hein. L'empathie permet d'éviter le jugement et de mieux aider. Ça, c'est très important parce que on va parfois avoir une idée: «Moi, j'aimerais ça, moi, je ferais ça à la place du patient» et pourtant, c'est pas ce qui convient ou ce qui va vraiment aider le patient, ce qui va le soulager. Donc essayer de se mettre un peu dans sa situation, de se représenter aussi ses valeurs et sa situation médicale, par exemple, ou personnelle, pour mieux aider. Donc d'éviter effectivement les critiques, les injonctions, les ordres. Ce qu'on voit parfois dans les relations, durables ou par souci un petit peu d'efficacité ou parce que c'est long d'aider quelqu'un qui a des difficultés, on va parfois être un peu impatient ou brusqué. C'est humain, hein, mais souvent se rappeler qu'on doit se mettre à sa place permet de recentrer l'aide. Alors dans la relation d'aidant, on a souvent ces questions, surtout lorsque c'est le proche familial, dans le couple, des phénomènes qui se développent sur la longueur, comme l'hostilité, heu, surinvestissement émotionnel, les remarques, les critiques, les jugements. C'est difficile d'aider quand on voit que ça va pas comme on veut, que la situation s'aggrave. Donc c'est des écueils qui font partie, de ce parcours d'aidant qui peuvent être justement discutés, analysés, par exemple dans les groupes d'entraide ou avec le médecin traitant pour se décharger un petit peu, puis retrouver une bonne direction. Alors ça, c'est Alors en fait, comme tu le disais très bien, ces difficultés sont rencontrées pratiquement dans chaque situation, même si chaque situation, je le dis comme face à chaque patient, est totalement individuelle. Ce que l'on veut éviter, c'est un terme qu'on avait envie de citer, c'est le clivage. Ça veut dire qu'il y ait scission entre les soignants, par exemple, le proche aidant, et ensuite que ceci ait des répercussions évidemment sur le patient. Cette triangulation, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, là vous la voyez dans ce schéma, afin que vous puissiez justement l'interpréter de façon aisée. On a le médecin traitant, on a, disons, le patient, le proche. Peut-être ce que j'aurais envie de dire, c'est que en recentrant, encore une fois, l'utilité que l'on a tous par rapport au patient, ça nous permet de retrouver, j'ai quand même très nettement l'impression, le cap qui est celui d'aider correctement. Donc ne pas se mettre en conflit, mais interagir. On revient au chef d'orchestre, on revient à l'orchestre. Pour que la partition soit jouée correctement, il faut que chacun joue son rôle, mais il faut surtout pas qu'il y ait d'hostilité entre les musiciens. Et c'est un peu la même chose. Ce lien, en fait, c'est comme celui qu'on pourrait imaginer dans l'ascension d'une montagne, et c'est celui de la corde. L'ascension de la montagne étant quelque chose qui permet aussi de montrer à quel point ça peut être fatigant, mais en même temps, on a besoin d'une certaine forme d'endurance. Donc, il y a une capacité, il y a une endurance, il y a une résilience et il y a aussi la capacité de rester ensemble, d'être ensemble, de travailler ensemble. Donc, c'est des situations qui évoquent un petit peu le même partage et en même temps le partage, mais sans oublier qu'il y a dans ce partage certaines difficultés. Alors, on en vient à parler de quelque chose d'un tout petit peu plus précis quant au secret médical, au secret du patient, euh, qu'on avait quand même envie, disons, de repréciser dans ce thème, même si nous y reviendrons parce que vous avez, pour ceux qui ont lu le programme du semestre, la thématique des directives anticipées, la thématique
les thématiques qui vont suivre ont trait plutôt aux mesures légales et médico-légales qui limitent nos interventions de soignants et de médecins. Et donc, dans la communication entre les soignants et les autres intervenants, dont le proche aidant, il y a quand même des règles à respecter. Ces règles à respecter tournent toutes, en fin de compte, autour du secret, on va dire, du patient, pas du secret médical. Je pense que la terminologie secret du patient distingue ce qui, en fait, a trait pas seulement à lier le patient, les soignants et lui, mais également le proche aidant, qui, comme on l'a dit, souvent n'est pas soignant, avec le patient. Et ces règles sont aussi applicables aux proches aidants. Par exemple, une secrétaire médicale, en termes simples, elle fait partie, pas vraiment directement, mais indirectement, de l'équipe de soins. Et souvent, on a des patients qui sont réticents à leur confier une information personnelle de santé et autres, alors qu'il faut repréciser que toute secrétaire médicale, tout autre professionnel de santé est tenu au secret médical, même si ce n'est pas le médecin, par exemple. Et puis, lors de l'exercice d'une fonction de soignant, pour nous, le terme secret médical, il est assez clair. Par contre, il faut imaginer qu'il existe également un secret du patient qui est lié, par exemple, à une cohabitation avec un proche aidant ou, imaginons, le proche aidant est un des deux enfants et peut-être que le patient souhaite que l'on communique certaines informations médicales à un des deux enfants, mais pas aux deux. On n'est pas libre, si vous voulez, de le faire. On doit tenir ce garde-fou qui est celui du secret du patient. En fait, on divulgue, et le proche aidant y est soumis aussi, on divulgue ce que le patient veut bien qu'on divulgue. Il ne faut pas l'oublier. C'est très, très important. Ça fait partie, en fait, du respect que l'on a par rapport à la personne à qui on vient en aide, quel que soit le statut. Par exemple, une secrétaire médicale, je le disais, tout autre, lors d'un exercice de sa fonction, a connaissance d'informations privées sur le patient et est soumis dans ce cas au secret médical. Ça, c'est simple, c'est le secret médical. Le secret du patient, c'est un petit peu plus subtil. Évidemment, ça implique des gens qui n'ont pas une formation ou qui n'ont pas la casquette, on va dire, de soignant. Alors, quid de l'accord du patient? Eh bien, c'est assez simple. Le patient qui est capable de discernement, comment on arrive à le dire? Ça, on sera plus spécifique dans d'autres présentations où on reviendra dessus. La capacité de discernement, c'est la capacité de choisir en fonction de l'objet, en fait, de pourquoi on doit distinguer ou choisir, si on est capable de le faire ou pas. Normalement, c'est étiqueté ou en tout cas, c'est le médecin qui dit ou pas si le patient est capable de discernement. Mais dans une cohabitation, par exemple à domicile, il est clair que si un patient est capable de se prononcer par rapport à sa volonté, on va admettre qu'il est capable de discernement. Et lui seul, c'est ça qui est important, est habilité à décider quel proche il souhaite ou pas intégrer dans la prise en charge thérapeutique. Ça, c'est fondamental. Ça veut dire on n'est pas open space, on dit tout à tout le monde. Oui, dans le meilleur des cas, c'est comme ça que ça se passe, mais en même temps, c'est dire qu'il y a des données protégées, des données qui ont trait à peut-être des aspects très personnels, très privés de la vie et des soins liés au patient, que ce dernier ne veut pas que l'on divulgue à n'importe qui, et parfois même aux proches aidants. Et c'est juste pour dire que cet aspect-là, dont on parle rarement, il faut le respecter. Alors, ça fait partie pour nous du serment d'Hippocrate. Hippocrate, grec, médecin, il avait un peu toutes les casquettes. Et puis, vous avez entendu parler au niveau médical, on prête serment à la fin de nos études. Donc, ce fameux serment d'Hippocrate, il y a des tas de choses qui nous sont requises et entre autres, c'est celle de respecter la volonté du patient. Donc, bien, disons, qualifier le fait que dans toute démarche thérapeutique au niveau médical, et les soignants sont soumis pas au même principe identitaire qui est celui de notre, je dirais, formation, mais en même temps, ils sont soumis au même secret par rapport à ce que le patient souhaite ou pas que l'on divulgue. On demandera à tout le monde de le réciter après. Ouais, le serment d'Hippocrate est complexe, mais c'est vous dire que dans notre pratique médicale, on oublie de le spécifier, mais tout ceci est écrit et on doit, nous, constamment y faire
indirectement référence, mais c'est dire qu'on ne peut pas raconter tout et n'importe quoi concernant un patient à qui, en fonction seulement de ce que le patient veut bien que l'on dise ou que l'on cite. Alors pour nous, il y a encore une distinction, rapidement, secret professionnel, secret de fonction. Rappelez-vous que dans la sphère, on va dire privée, le médecin traitant, qui est médecin traitant d'un patient qui n'est plus soumis à, aux hôpitaux universitaires, à une entité, on va dire, institutionnelle, publique, lui, il va avoir son secret médical ou secret professionnel, mais il y a un second secret quand on est encore à l'intérieur des institutions, qui est celui de fonction, quand on est employé. Et en fait, on doit être délié des deux quand on doit divulguer des informations médicales qui nous semblent importantes et que le patient n'est pas d'accord qu'on le fasse, par exemple. D'accord? Donc, c'est bien faire encore cette distinction, un tout petit peu subtile, mais néanmoins qu'il faut connaître. Je te cède la parole pour ce qui est plus. Alors c'est un complément. Je pense que tout le monde se pose la question, mais parfois c'est difficile, en tant que proche. On a connaissance d'informations, on aimerait aider le patient et de le protéger contre lui-même parfois. Et est-ce qu'on a le droit de le faire sans son accord, même s'il dit: «Non, n'en parlons pas au médecin». Il y a des fois des craintes par rapport à certains traitements ou certaines mesures qui peuvent être prises. Alors il y a des cas de figure qui sont quand même différents, notamment en psychiatrie. C'est les situations où la personne se met en danger ou court un risque de par son trouble psychique, d'actes, par exemple, auto-agressifs. Et là, il y a une sorte de primauté de protéger le patient sans forcément respecter formellement et de façon, très mécanique le secret du patient. Si le but est, on va dire, suffisamment important et que le risque est élevé, on considère que pour protéger le patient, on peut déroger à ce secret. Alors, c'est assez complexe parce que qui fixe la limite? À quel moment la personne se met vraiment en danger? C'est des questions qui restent ouvertes, hein. Heu, les spécialistes ont certains critères pour juger du moment où il faut aller de l'avant et puis porter de l'aide sans forcément avoir l'accord du patient. Mais en tant que proche, c'est une question qui se pose. Je pense que certains ont déjà eu à affronter ces situations où, le patient nous dit ne pas communiquer certaines choses et l'aidant se retrouve un petit peu otage parfois d'une situation médicale complexe, qui peut être angoissante, qu'on a envie de partager, mais qui est, en fait, refusée par le patient. Donc le secret, oui, mais avec une réflexion, une analyse et puis l'aidant qui est en difficulté peut en parler à son médecin justement, pour demander avis et avoir une vision, la plus juste possible. Donc on avait vu, de façon plus générale, hein, ces difficultés que beaucoup de proches aidants signalent, connaissent. Comment bien faire partie du réseau de soins, comment participer utilement, où est sa juste place? Là aussi, il n'y a pas de place définitive. On pourrait imaginer que ces cercles s'interchangent. Parfois, le proche aidant est pratiquement le principal, soignant, on pourrait dire, hein, du patient. Parfois, il est plus à distance, ça va dépendre de ses capacités, de son rôle, de son caractère. Beaucoup de paramètres qui interviennent. Au fond, il y a une forme d'équipe qui se crée et puis dans cette équipe, les positions peuvent changer. Le plus important, c'est toujours se demander, est-ce qu'on est en coordination, en synergie ou est-ce que chacun est en train de tirer d'un côté et le patient se retrouve finalement écartelé, entre différents avis ou différents types d'aides, sans vraiment pouvoir exprimer ce dont il a besoin. Donc faire le point, recentrer, notamment dans des sortes de réunions, de réseaux, ce qu'on fait souvent pour remettre un petit peu l'essentiel au centre, reprendre le problème de base et puis redéfinir parfois les rôles et quelles actions mener pour aider le patient. Et là, évidemment, le médecin généraliste joue ce rôle, souvent, hein. Il devrait le jouer souvent. Il n'est pas toujours, sollicité ou en bonne position pour le faire. On a vu toutes les raisons pour lesquelles c'est difficile, hein. Parfois les non-dits, les conflits, les oppositions. Le fait aussi qu'un patient peut avoir beaucoup de médecins, des spécialistes et c'est pas toujours facile de communiquer, de façon rapide et puis vraiment coordonnée. Donc il faut essayer de sauvegarder cette position du médecin généraliste En voie de disparition, comme le fait. est fragile.
Heureusement, il n'est pas enfermé, hein, dans l'enclos, le médecin généraliste. Alors ça nous amène à un 2e domaine important, plus centré sur l'aidant. Quelles sont les difficultés pour l'aidant? Alors ce fameux syndrome d'épuisement du proche aidant, toute personne qui aide des mois, des années, va passer par des phases de découragement, surtout si la situation médicale est chronique, grave et ne peut pas se résoudre. Peut être soutenue, peut être améliorée, stabilisée, mais pas résolue. Et donc là, il y a ce fameux syndrome d'épuisement qui peut survenir. On va dire que lorsque les ressources du proche aidant sont dépassées par la mission qu'il se donne, par le but qu'il aimerait atteindre ou l'ambition qu'il a, eh ben là, il peut y avoir un découragement, une perte d'espoir et puis un syndrome d'épuisement. Et donc à ce moment-là, on voit que la personne aidante ou les personnes aidantes, souvent il y en a une qui est plus en première ligne, ne parvient plus à faire face aux exigences de son environnement. Et donc sa vie à lui, à l'aidant, va se désagréger, commencer à battre de l'aile. Il va y avoir des répercussions sur sa propre santé. Ce syndrome d'épuisement, c'est très diffus. Il y a beaucoup de symptômes qui peuvent apparaître, des symptômes émotionnels, des symptômes physiques. On va les détailler un petit peu plus, mais ils sont importants à prendre en compte, parce que si on les laisse se chroniciser, eh bien évidemment, on va avoir affaire à une situation où l'aidant devient lui-même le malade, le patient. Il y a des analogies avec ce fameux burn-out dont on parle beaucoup. C'est un autre cadre, mais on peut faire des comparatifs, des comparaisons, hein. C'est pas un travail, formel, le travail des dents, mais c'est un travail, c'est une charge et donc on peut retrouver un peu les mêmes phénomènes qui se développent comme dans la situation d'un burn-out professionnel. Les professions qui impliquent un engagement relationnel sont les plus à risque de provoquer un épuisement émotionnel. On sait que chez les soignants, donc professionnels des soins, il y a aussi un risque de burn-out de par leur fonction proche de la maladie d'une personne, plus qu'un travail peut-être de fonctionnaire en bureau où c'est moins engageant sur le plan émotionnel. Et l'aidant, on va dire, il est dans une position un peu d'un professionnel de la santé sur ce plan-là, sur le plan émotionnel. Et donc, il doit aussi être soutenu. Parfois, il y a une inversion des rôles même qui se produit, où le plus en difficulté n'est pas celui qu'on qu'on croit. On doit plus soutenir le proche aidant que le patient. Ah ouais, cette fameuse, image où aider, quelque chose de difficile et petit à petit, ça puise dans les réserves qu'on a. Alors on a des réserves, mais elles ne sont pas infinies et surtout, elles doivent se régénérer et donc la bougie, malheureusement, ne se régénère pas. Il ne faut pas tomber dans cette, dynamique de s'éteindre. Il faut régénérer en même temps qu'on brûle. Sur le plan émotionnel, le syndrome d'épuisement correspond souvent à une forme de dépression, hein. Les symptômes, psychiques sont à peu près ceux qu'on retrouve dans une dépression, sauf que c'est une dépression qui est causée vraiment par un épuisement, par une usure dans une situation chronique. Ça ne vient pas comme ça, sur, une raison interne ou un conflit psychique intérieur. Ça vient d'une fatigue liée à une situation. Donc, comme on l'a vu, il survient ou il commence à se développer lorsque l'équilibre entre ses ressources personnelles et l'énergie qu'on donne pour aider s'inverse. Et dans la balance, on va être plus souvent dans son rôle d'aidant que dans sa propre vie. Et là, il y a ce risque de basculer du mauvais côté. L'épuisement, il a une répercussion psychique, physique. Souvent, c'est les deux qui vont se combiner. Alors, selon ses capacités, on a d'abord plutôt un découragement psychique, des symptômes de dépression, ou alors plutôt un épuisement physique avec des douleurs qui apparaissent, des troubles du sommeil, l'incapacité de sortir et de continuer ses activités physiques. Il faut imaginer que l'aidant peut être une personne jeune, mais une personne qui est aussi avec des ressources limitées. Donc, il y a des grandes différences dans les capacités et la résistance de chacun. Alors ça, j'ai peut-être passé, et ça aussi, et ça aussi. C'était pour préciser effectivement les analogies entre dépression et puis épuisement. Donc l'épuisement correspond à une dépression, mais pas avec tous les symptômes, heureusement. Il y a rarement des idées suicidaires ou une perte totale d'espoir dans le syndrome d'épuisement. Et il y a une récupération si on s'accorde aussi des moments de ressources, de répit, de la délégation, du soutien. On verra un petit peu comment
faire pour s'aider. Alors, le phénomène d'épuisement, comment le reconnaître? Phénomène progressif, il ne tombe pas d'un jour à l'autre. C'est petit à petit qu'on sent qu'on a moins d'énergie, moins envie d'aider, plus peut-être d'irritabilité, d'impatience vis-à-vis du patient. Ça, c'est des signes, un peu des prémices qu'on est en train de souffrir de cette situation d'aidant. Il y a souvent en même temps un état de stress. On manque de temps, on a une sorte d'hyperactivité, on veut vite faire les choses, on a l'impression qu'on n'a pas assez de temps pour soi et pour aider. Donc là aussi, on appelle ça le burn-in, c'est-à-dire qu'avant d'aller dans le découragement et l'abandon, on va plutôt dans une suractivation, mais qui est inefficace, qui est désordonnée. On veut trop faire sans réfléchir à ce qu'on fait vraiment. Il y a les phénomènes après de fatigue physique, hein, envie de dormir, incapacité à tenir sur ses autres activités. On n'a plus envie de voir les amis, tout ça. C'est aussi des signes inquiétants. L'épuisement émotionnel, c'est-à-dire une sorte de perte d'intérêt, de découragement, comme s'il y avait un détachement qui s'installait alors qu'auparavant, il y avait plutôt de fortes émotions, de l'angoisse ou beaucoup d'empathie et de sympathie. Donc ce fameux détachement, on le voit, c'est pas un détachement par cruauté ou par simplement perte d'envie, mais vraiment un épuisement des ressources émotionnelles. On peut expliquer ça par le fait qu'à un moment donné, l'organisme n'est plus capable de donner cette participation personnelle au patient et va se protéger en mettant comme une carapace vis-à-vis de la situation, comme s'il voyait la situation comme loin de lui-même. Alors ça, je passe aussi. Heureusement, tout le monde ne sombre pas dans l'épuisement, hein, on peut le prévenir, mais il y a des situations où justement, il faut presque les anticiper. C'est lorsqu'on va faire face à une situation dont on sait que l'évolution va être chronique. Il y a certaines maladies, on peut penser à des maladies neurologiques, des maladies cognitives, comme les démences, les troubles cognitifs. On doit être quand même conscient du fait que ça ne va pas se résoudre, qu'on ne va pas pouvoir inverser complètement la tendance, mais qu'on doit aider, soutenir et faire le mieux possible, ne pas avoir d'ambition trop élevée. Évolution chronique, à discuter avec le médecin, connaître aussi la maladie, c'est important. Être informé des composants de la maladie. Lorsqu'il y a des rechutes, ça aussi c'est un phénomène très pénible. Ça va mieux, on aide, on est content de ce qu'on a fait, et puis il y a un retour en arrière, l'impression qu'on a régressé. Ça ne veut pas dire que de l'aide est inutile, mais simplement que ça fait partie aussi des périodicités de certaines maladies. Il faut s'attendre à des moments de moins bien, et plutôt garder le cap que de se décourager, ou alors de remettre le double d'aide, où on va s'épuiser à ce moment-là plus vite. Donc connaître un peu la cinétique, accepter aussi les phases d'échec, de rechute, garder la direction. Lorsqu'il y a un manque de soutien, se sentir seul, ça aussi c'est une question qui se pose souvent, hein. Isolé dans l'aide à quelqu'un, c'est beaucoup plus difficile que lorsqu'il y a un réseau qu'on peut partager et puis se répartir les tâches en quelque sorte. Là aussi, il y a beaucoup de choses qui doivent être développées. C'est aussi pour ça que ce thème, au niveau politique, est abordé. Il y a des moyens qui se mettent en place, des aides financières, par exemple, c'est une chose, des aides informelles, le bénévolat, tout ça qui doit être peut-être mieux développé, mieux soutenu. Lorsqu'il y a des conflits, alors ça aussi, c'est un autre problème très important. Aider, on est prêt à le faire et on peut donner de sa personne, mais si on sent en même temps des reproches, des conflits, des visions opposées, c'est très difficile de garder la foi en ce qu'on fait et puis d'être assez confiant pour continuer à aider, alors qu'on sent justement que peut-être d'autres ne sont pas d'accord. Il faut être assez solide. Donc là aussi, des points réguliers, discuter entre proches, ça aide. Et puis l'aidant a aussi une vie personnelle, il peut être touché par d'autres difficultés. Donc, à certains moments, il est disponible pour aider, il a les ressources, il a la disponibilité suffisante. Et à d'autres, il peut être pris par des problèmes professionnels, personnels. Et donc, il va devoir déplacer son énergie, son centre d'intérêt, et peut-être délaisser un petit peu la personne en souffrance. C'est aussi des choses qu'il faut accepter et connaître. Certaines personnes seraient plus à risque de présenter un syndrome d'épuisement, de tomber dans cette dépression d'épuisement de l'aidant. C'est les personnes qui ont justement une forme de perfectionnisme, hein, une ambition de vraiment faire bien, parfaitement, n'acceptent pas des choses qui vont de travers ou qui n'évoluent pas comme ils aimeraient, se donnent vraiment une responsabilité très élevée, un excès de sens de responsabilité, on pourrait dire. Un besoin justement que tout aille bien, que tout le monde soit d'accord,
et ces personnes souffrent beaucoup lorsqu'il y a des conflits, notamment dans les familles où les points de vue sont souvent différents par rapport à la maladie. La recherche peut être aussi de gratification. Être proche aidant, c'est une noble tâche, pas forcément, valorisée ou reconnue, elle est parfois invisible et c'est vrai que si on attend forcément de la reconnaissance, de la visibilité, on peut être déçu. Là aussi, en parler, faire des conférences ou développer ça sur le plan politique aide à reconnaître que c'est une tâche extrêmement importante, essentielle, qui a beaucoup de valeur. Le besoin excessif de contrôle, la personne aidée n'est pas toujours d'accord, veut faire à sa façon. Si on veut tout contrôler, on va s'épuiser aussi plus vite, on va rentrer dans le conflit. Voilà. Donc l'idéal du sauveteur, qu'on entend parfois, hein, la personne la plus proche, souvent une personne de la famille, se met en avant. C'est louable, mais ça peut être excessif dans l'ambition de résoudre le problème, seul peut-être. Et ça peut éloigner aussi les autres proches potentiels qui aimeraient donner de l'aide, mais qui se sentent exclus parce qu'un proche prend trop le dessus et décide de façon trop péremptoire. Donc les objectifs à atteindre vont dépendre évidemment de la maladie. C'est très important pour l'aidant d'avoir une connaissance, comme tu disais, de la maladie. Le mieux, d'en discuter avec le médecin traitant qui peut expliquer quels sont les symptômes de la maladie, qu'est-ce qu'on peut attendre comme amélioration, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire ou de surinvestir, puisque ce sera inutile. Donc être adaptatif, ce fameux coping, hein, faire avec la situation, plutôt que faire avec une idée ou un idéal qu'on a en soi. Alors, il faut bien placer un moment la résilience dans les sujets, il faut que ce mot apparaisse. L'aidant doit faire preuve de résilience aussi. Autant le malade, on parle souvent du fait que face à la maladie, face à un problème de santé, il faut être résilient. Enfin, cette capacité permet d'avancer et de surmonter les difficultés. L'aidant aussi doit être résilient, par exemple après un échec, après peut-être aussi la fin d'une prise en charge ou d'une aide qu'il porte. Il doit être capable de retrouver son équilibre, cette fameuse résilience, de retrouver un état antérieur après avoir affronté des obstacles ou des difficultés que la vie a mis sur son chemin. Alors peut-être une représentation de l'épuisement dans une situation d'aidant où parfois il y a un besoin de s'affaisser, se laisser aller. Ces fameux symptômes physiques aussi à prendre en compte. Des personnes viennent se plaindre pour un problème de santé et on remarque qu'ils sont plus liés à une sorte de surcharge ou un épuisement. Alors, le docteur Azegui a évidemment souligné les aspects plus psychiques, hein, comme je vous le disais en introduction, mais dans ce syndrome d'épuisement, il y a aussi des aspects très physiques qui sont représentatifs de cette souffrance que peut être celle du proche aidant quand il est à bout réellement. Alors, le plus classique, ce sont les douleurs, une recrudescence de douleurs. En général, les douleurs les plus fréquentes sont des douleurs musculo-squelettiques, donc globale, en particulier des maux de dos. Le mal de dos est un grand classique d'une souffrance chronique psychique. C'est une forme disons, infraverbale de qualifier la souffrance par un mal. Il y a des personnes, de nouveau, on rejoint les personnalités dont a parlé le docteur Azegui tout à l'heure. Il y a des patients qui vont avoir plus de facilité à exprimer la souffrance et la lourdeur d'une situation en tant que proche aidant en l'exprimant sur le plan affectif, psychique, en décrivant des sentiments. Il y en a d'autres où ils ont, disons, cette capacité moins présente et du coup, il y aura une répercussion qu'on doit lire, ou en tout cas lire entre les lignes, comme étant la traduction peut-être d'une souffrance dans un trop-plein, hein, par rapport à un stress lié à un investissement, voire même un surinvestissement au sein d'un lien patient-proche aidant. Alors, les douleurs, je le disais, des désordres digestifs souvent, qui peuvent aller jusqu'à l'ulcère, hein, le grand classique du stress chronique, des douleurs épigastriques, des troubles gastro-intestinaux. Le système digestif est un système très sujet, très lié en fait à l'affect par le biais des neurotransmetteurs. Et donc, c'est très vite le système qui est le plus aisément touché par le biais, hein, très clair, alors des neurotransmetteurs communs entre le cerveau et le tube digestif.
Ensuite, on a des manifestations classiques dans les états plus aigus, la transpiration, l'angoisse, la palpitation, la sensation d'étouffer. Voilà, ça peut être des choses aussi très aiguës comme ça. Et puis, on a quand même une réduction très nette dans les états d'épuisement et de stress chronique des défenses immunitaires qui rendent alors le proche aidant plus sujet à évidemment toutes sortes d'infections. On va dire les plus simples, ce sont les infections virales. Pourquoi? Parce que les défenses immunitaires, elles aussi, sont moins compétentes et ça, c'est classique aussi de l'état de stress chronique et de ce fait, on est plus sujet à être victime d'infections virales. Ça, c'est sur le plan vraiment physique et souvent, la souffrance est conjointe, à la fois par l'expression de plaintes physiques, mais également par l'expression de plaintes psychiques, comme le docteur Azegui l'a cité, tout à l'heure. Alors, sachant cela, il faut être capable d'anticiper, de prévenir, hein. La prévention de ce syndrome d'épuisement, déjà, savoir que sur le long terme, il ne faut pas partir trop fort, trop vite, mais essayer de comprendre la situation. Forme de prévention en visualisant et en s'entourant peut-être aussi d'une aide soi-même, déjà. Détection des symptômes, comme on l'a montré tout à l'heure, tous ces symptômes psychiques, physiques, les deux. Ne pas les banaliser, ne pas les laisser s'amplifier. La fatigue s'installe, peut-être que je dois modifier un peu mon rythme de vie, privilégier quand même un peu plus de sommeil, prendre soin de mon alimentation, remettre quand même un équilibre dans la vie et pas tout donner dans la situation d'aidant du patient. Les mesures de soutien, pour un petit peu développer ça, il y a beaucoup de choses qui se font, on ne sait pas toujours à qui s'adresser ou quoi utiliser. Ça va dépendre aussi un peu des endroits où on vit. Se renforcer soi-même, en faisant des activités de loisirs, en gardant communication avec les amis, par exemple. Et puis, faire appel soi-même en tant qu'aidant à ses soignants, à son médecin de famille. C'est le mieux pour faire un peu le point et décortiquer ce qui est vraiment symptôme physique ou plutôt problème d'épuisement émotionnel qu'on n'ose pas forcément exprimer parce qu'il y a peut-être un sentiment de culpabilité ou de honte à parler de sa propre souffrance psychique alors que le patient, finalement, c'est celui qu'on aide et on va le traduire plutôt en symptômes physiques, hein. J'ai mal au dos, j'ai des douleurs, c'est une façon de dire peut-être j'en ai plein le dos, j'arrive plus à tenir. Et puis dans les cas où l'épuisement et les symptômes psychiques dominent, évidemment, un suivi et une aide, psychothérapeutique est utile. Il y a souvent des symptômes anxieux qui se développent, des troubles du sommeil et ça vaut la peine de les traiter avec un spécialiste. Les groupes d'entraide, évidemment, partagent un peu des situations. On sait que dans certaines maladies qui sont très prévalentes, comme la maladie d'Alzheimer ou certaines maladies neurologiques, il y a ces groupes d'entraide qui sont en place. Alors, Ensuite, évidemment, vous avez vu le sujet d'aujourd'hui qui était, je le disais bien, moins médical à proprement parler. On voulait évidemment, terminer avant les conclusions par, je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez vous, été, sujet, au problème du proche aidant. Est-ce que vous voudriez apporter, vos expériences personnelles, vos stratégies face au risque d'épuisement? est-ce que vous vous reconnaissez déjà dans ces situations? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble important? On voit déjà que on est avec des proches aidantes. Ouais. Actuellement, j'aimerais une question. Que signifie infection virale pour le jet? C'est une infection, si vous voulez, liée à un virus. Viral, c'est lié à un virus. De rien. Est-ce que quelqu'un veut intervenir, amener sa propre expérience par rapport à ce dont on vient de parler? Pas forcément par rapport à l'épuisement, mais plutôt à savoir si on agit comme merci. Enfin, moi, j'ai l'impression que je ne sais pas si j'ai toujours agi juste ou correctement, spécialement dans le domaine psychique,
où, je me suis retrouvée face à une camarade, heu, heu, qui était déprimée, mais qui avait des symp qui a été hospitalisée pour des symptômes uniquement physiques et où je me suis permis d'aller voir l'infirmière en lui disant que mon re alors est-ce que le ressenti, c'est un secret de fonction? Que mon ressenti, c'était le besoin de voir un un psy et puis d'être suivi au niveau psychiatrique et on m'a répondu que c'était prévu. Suite à ça, le lendemain, la patiente a refusé, de voir le psy et la clinique, l'a mise dehors et ça s'est fini au 4e étage de joli de des 3 chaînes pour un syndrome de glissement. Mais dans quelle mesure le psy, il aurait pas pu, heu, bah, bon, bah, ça, c'est encore autre chose, forcer un peu le truc. Je sais pas comment on dit. Merci en tout cas pour votre Ouais, c'est un bon exemple. Vous avez souhaité amener votre, observation utile parce qu'elle était proche de la personne. Vous aviez peut-être la crainte qu'on passe à côté et qu'on banalise une problématique psychique qui n'était pas exprimée par justement la patiente, hein. Mais est-ce que ça fait pas est-ce qu'on a le droit de dire ça? Voilà, on a parlé brièvement, hein, de ce secret du patient. Quelle est la frontière? Est-ce qu'il faudrait d'abord demander à la personne: «Je vais t'aider et je vais parler de cette, composante, est-ce que tu es d'accord?» C'est pas toujours possible et réaliste, hein. Et là, justement, on est dans cette fameuse, situation, il est toujours, permis d'aider. Est-ce que je crains de contrarier est-ce que ça peut avoir des implications ou des conséquences négatives? Là, en l'occurrence, il n'y avait pas de conséquences négatives, sauf le fait que vous avez été déçu peut-être par le fait de ne pas avoir suffisamment pu aider. Vous posez peut-être la question: «Est-ce que j'aurais dû insister plus à ce moment dans?» Mmh. Ouais, j'ai de la peine à dire. Moi, je me suis sentie surtout très coupable face à mis au décès, évidemment, dans les 2 semaines qui ont suivi. Donc c'est un peu Là, peut-être pour redétailler un petit peu ce que vous avez dit par rapport aux présentations et aux garde-fous, si vous voulez, que l'on a décisionnels, vous avez informé, voyez, en traduisant ce que vous avez fait, vous avez informé de votre inquiétude le personnel soignant. Le personnel soignant, lui, est qualifié pour dire, donc médecin, psychiatre, autre de l'unité où était votre ami, va avoir, lui, le jugement de dire: est-ce qu'on va aller au-delà de ce que souhaite le patient, à savoir rien, si j'ai bien compris à ce moment-là, et qu'est-ce qui peut faire que le soignant va au-delà du souhait du patient? C'est le danger, et notamment le danger vital. Mais il peut ne pas être immédiat. Ça veut dire, dans la situation que vous avez vécue, vous voyez, c'est subtil, mais j'interprète sans avoir connu la personne. Mais vous décrivez très bien la situation. Vous avez, vous, averti que vous étiez inquiète. Ensuite, le palier du glissement, il est secondaire, successif. Et à ce moment-là, au niveau médical, si ça évolue, on peut agir contre le gré du patient afin de le protéger. S'il existe un danger vital, c'est la seule façon que l'on a de passer outre, si vous voulez, le désir et la volonté du patient. Donc vous décrivez très bien quelque chose d'assez classique qui peut s'apparenter à plein d'autres situations, mais j'ai envie de vous dire, vous avez fait juste déjà en signalant. Ensuite, ce sentiment, je dirais, de, appelons-le culpabilité ou idée d'avoir fait moins bien que ce que l'on aurait souhaité faire parce que ça lui a été fatal à votre ami, c'est clair que là, c'est difficile de vous le dire maintenant, mais il ne faut pas vous sentir responsable, j'ai envie de dire, parce que c'est plus de votre ressort, hélas. Ensuite, vous en ressentez la souffrance, d'accord? Parce que vous étiez plus dans un sens de sympathie que d'empathie, dont on vient de parler. Par contre, c'est légitime, mais en traduisant, en essayant d'analyser et à donner une explication à ce qui s'est passé, certes, vous avez vous informé. Vous avez fait le premier pas. Ensuite, c'est au soignant, avec l'interaction avec le patient, de décider quand il faut prendre ce type de mesure. Mais vous avez fait tout juste.
Ouais, non, je comprends bien. Simplement, j'ai l'impression que souvent, quand on a vécu avec les gens, c'est normal, on les connaît mieux qu'une clinique Bien sûr, qui a le patient depuis 3 jours. bien sûr. Ça, C'est pour ça, encore une fois, que dans la synergie, rappelez-vous l'orchestre, on l'a pas mis par hasard. Dans cette synergie, le proche aidant, il fait partie, je dirais, intégrante du processus de soins. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il a cette connaissance de la personne que les soignants, surtout quand la personne est parachutée dans un établissement, que les soignants n'ont pas. ouais. Alors ça, on le ressent très Et bien. ben oui, Sans jugement, au 4e des 3 chaînes, elles sont au point, hein. Je veux dire, ils tiennent vraiment compte de cette oui. notion, mais dans les cliniques, voilà. Alors, maintenant, c'est vraiment, je veux dire, on donne là on va dire des directives qui sont très classiques. Les dysfonctionnements, il y en a tout le temps, il y en a partout. Mais dans l'idéal, cette communion, si vous voulez, d'information, déjà à la base, où le proche aidant va informer les soignants de choses qu'ils ne connaissent pas par rapport aux patients, elle est fondamentale. Fondamentale, vraiment. Je suis d'accord. Est-ce que d'autres personnes ont des remarques, des expériences? C'est le but un petit peu de ce type de partage, à amener des commentaires par rapport à la présentation avant les conclusions? Je vous en prie, allez-y tous, madame. Oui, mais j'ai déjà fait une. C'est je voudrais plutôt parler de mon expérience que j'ai avec ma sœur, Oui. qui a eu un son mari qui était dans une EMS à la fin d'une, d'un Alzheimer, oui, et mon rapport avec elle, s'est très dégradé parce que je ne pouvais plus lui parler comme je lui parlais avant. Parce que ça me revenait tout le temps comme, quelque chose en retour. Tu peux pas comprendre parce que tu n'es pas dans la situation. Et ça a duré vraiment pendant toute cette période-là, et à la suite, du décès de son mari, la situation heu, reprit normalement. Ouais, à retrouver Mais l'harmonie. vraiment pendant une certaine période, je n'avais plus accès à un dialogue normal. Ouais. Est-ce que ceci est normal? Je te laisse peut-être, je ferai un complément, mais je te laisse peut-être répondre, parce que c'est plus, on va dire, psychique, donc on va écouter la casquette. Mais peut-être si préciser encore, j'ai pas tout à fait compris la dernière situation. Son mari est décédé il y a 6 mois, et à la suite de son décès, maintenant, je retrouve le dialogue avec elle. Ça le La séparation de son mari, son son problème de prise en charge, ou oui, Et c'est son mari qui l'aidait voilà. beaucoup, qui lui allait plutôt bien. Alors je me suis mélangé les pinceaux. Vous avez retrouvé le contact avec votre sœur Exact. qui aidait son mari? Décédé. Ouais, d'accord. Elle s'était investie. Et là, ce qu'on appelle un peu ce conflit de loyauté ou comment répartir un peu son attention et son énergie. Et au moment où une partie a disparu, vous avez retrouvé ce lien et cette communication avec Et elle. est-ce que, je me suis mal comportée, pendant cette période où elle avait des difficultés? J'aurais dû me retirer complètement. Ouais, souvent, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait, hein? Cette fameuse question, on se pose ces questions et déjà se les poser, c'est plutôt sain, hein? Il y a pas d'idéal. Vous avez fait, au fond, au mieux en essayant de rester bienveillante, présente, d'être disponible si possible. Mais c'est très difficile d'imposer ou d'aller contre. Dire et dire, et l'autre personne enfin, j'ai eu le sentiment de dire: «Tu peux pas comprendre, tu n'es pas dans la situation». Ouais, tout à fait. Donc non, vous n'avez pas mal agi. C'est une dynamique qu'on retrouve souvent, hein, quand il y a un changement existentiel, il y a un rééquilibrage qui se fait. C'est pour ça que je parlais souvent de cette capacité d'adaptation, aider ou être présent, c'est pas forcément toujours de la même façon. On peut parfois se retirer, mais on reste, si vous voulez, à distance, mais présent quand même. Il y a cette proximité qui peut varier et qui va dépendre justement d'évolutions de santé ou d'autres paramètres dans la
Mais parfois, c'est difficile de savoir, où se placer. Oui, c'est ça tout l'enjeu justement Pour de intervenir ou il faut mieux se ouais. retirer. Est-ce que je dois être plus proche, un peu moins proche? Dans la notion de proche aidant d'ailleurs, hein, ce terme proche ne donne pas une distance précise, hein. Mais se poser la question et puis peut-être même poser la question, hein, en exprimant ça à la personne qu'on aimerait aider ou la personne de sa famille qui s'éloigne ou qu'on n'arrive plus vraiment avec laquelle on n'arrive plus à communiquer. Exprimer qu'on est troublé par ça, qu'on en souffre éventuellement et retrouver si Oui, elle possible était entourée par sa famille, il y avait pas de problème, ouais, particulièrement pour elle. en gros, c'est différent ces situations, il y a encore beaucoup de proches ou une situation familiale ou alors que la personne est très isolée, peut-être on est plus inquiet, heu, d'imaginer la personne seule. Mais c'est un bon exemple, hein, d'évolution dans la relation qui ne s'arrête pas, mais qui a C'est ça des phases un qui a changé. peu. J'ai presque envie de vous dire que dans ce que vous décrivez, en fait, votre présence, vous êtes restée présente, même avec parfois l'expression d'une certaine forme, je dirais, d'hostilité que vous avez ressentie par le biais de votre sœur comme quelque chose d'un peu brutal vis-à-vis de vous. Cette présence, donc cette capacité à encaisser le changement de comportement que vous avez compris comme étant lié à son mari malade, a fait que probablement le résultat, c'est que vous avez retrouvé un contact avec elle normal, malgré ses difficultés, pendant la période où elle s'occupait de son mari. Donc, le côté constance, présence, euh, était là. Vous voyez? Oui et puis effectivement, j'évite de revenir là-dessus. Bien sûr, ouais, parce que c'est comme un moment passé et donc en fait, cette adaptation, vous voyez qu'elle est très flexible. On s'adapte à beaucoup de choses. Vous vous êtes adapté à encaisser quelque part certains reproches qui étaient, si on veut être très rigide, pas tout à fait opportuns, mais en fait, dans un second temps de vie où votre sœur a perdu en fait le conjoint dont elle s'occupait en tant que proche aidant, elle a pu renouer les liens qui étaient les vôtres en son absence. Donc c'est quelque chose qui est évidemment fluctuant en fonction des moments de vie, bien sûr, bien sûr. Est-ce que d'autres personnes ont madame, encore une expérience à apporter? Pas de Non, problème. c'est plus une constatation. J'ai l'impression que, je sais pas, on favorise un est-ce qu'il faut favoriser le patient par un suivi, référentiel comme, c'était à grande mode à un moment donné, aux HUG? Ou est-ce qu'il faut plutôt favoriser, l'infirmière dans le sens que quand on s'occupe pendant, 6-7 jours, enfin ça fait jamais 6-7 mais allez, 5 jours et puis après, jours de congé et puis encore toujours de la même façon du même patient, on arrive À communiquer. dans l'épuisement. Le personnel arrive dans l'épuisement. Oui. Il y a parce que c'est vraiment un débat un petit peu, j'ai l'impression. Aux HUG, on nous dit: «Il faut un référent, il faut qu'il y ait un suivi», mais il n'est pas praticable parce que tout le monde est à temps partiel, heu et puis, voilà, on favorise plus l'infirmière que le patient dans le suivi, finalement. Est-ce que tu peux répondre? Pas trop, Je ne sais pas s'il y a une réponse. Alors, je pense pas que alors en fait, votre question remarque est un peu un mélange d'actualité. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe maintenant au sein de toute profession? Alors, il y a des médecins internistes, qui s'occupent, des patients à 2 maintenant. Avant, c'est clair, nous on a fait nos études, ça n'existait pas. Donc nous, on s'occupait d'un patient, il y avait pas de pourcentage de travail. Alors, il y a eu une évolution par rapport à cela, aussi au niveau médical. Vous avez maintenant un patient qui est, on va dire, on pourrait imaginer coupé en 2 parce que le matin, il va tomber sur un interniste et l'après-midi sur un autre. Mais ça, c'est pas que dans les institutions, c'est dans le privé aussi. Donc, bon, maintenant, nous, on n'a pas, je dirais, la palme d'or pour juger de cela. Je pense que la société a beaucoup évolué à ce niveau, ce qui fait qu'en termes de soins, la disponibilité, elle est variable en fonction des horaires des gens maintenant. Et c'est clair que probablement, en pâtissent malgré tout les suivis des patients, d'une certaine façon. Moi, je parle plus pour le médical, j'en suis convaincue. Maintenant, les soins infirmiers sont toujours
restés assez déjà à notre époque, hein, qui n'est pas si ancienne, mais je veux dire, ils étaient déjà réglementés par des horaires bien plus fixes que ceux du monde médical. Mais c'est vrai qu'on a une tendance maintenant à plus restreindre les horaires. Il faut se dire, à l'envers de cette même remarque qui est tout à fait judicieuse, que peut-être ça permet de revenir de nouveau pas en tant que proche aidant, mais en tant que soignant, plus, je dirais, vigoureux en termes de prise en charge que l'on ne peut l'être après ce qu'on faisait avant, ça veut dire 24 heures de garde et ensuite réenchaîner avec la journée de travail. C'est Par rapport à vos patients, mais un peu au dépend de spa. C'est par rapport à vos patients, aux soignants. c'est par rapport à vos soignants, patients, Pas f Alors, d'une certaine façon, oui, d'une autre façon, en termes de sécurité, si on veut aller beaucoup plus loin dans le raisonnement, pas forcément. Parce que moi, je me rappelle dans les unités de chirurgie, vraiment où j'ai travaillé longtemps, c'est clair que quand on faisait un week-end complet de garde, du vendredi et lundi, on enchaînait avec le travail, c'est clair qu'on était moins clairvoyant, qu'après avoir été, disons, qu'après s'être reposé. Donc, vous voyez, jusqu'où alors il est vrai aussi que peut-être il y a eu une juste mesure et là, on parle, je veux dire, on va au-delà du débat sur le proche aidant aujourd'hui. Mais c'est clair que ces questions se posent, mais il y a aussi une évolution, qui s'est faite en termes de travail. Ouais. Peut-être que le rôle du proche aidant a d'autant plus d'importance. On parlait de cette, complémentarité. On va plus vers cette évolution où on essaye aussi d'intégrer et peut-être de déléguer certaines tâches. Le but n'est pas de rendre le proche aidant, responsable des soins et puis de lui mettre une pression ou une inquiétude, mais d'essayer d'être plus synergique et d'utiliser les forces, pour qu'au final, on ait une équipe, au fond, où les soignants sont peut-être un petit peu moins sollicités, mais plus utilement. Et c'est tout cet enjeu, hein, d'ajuster dans la qualité, pas que, la quantité, hein. Pour arriver à nos conclusions, alors d'abord, résumons donc le proche aidant, toute personne qui consacre du temps au quotidien, donc il y a une nuance par rapport à la régularité de l'intervention auprès d'un proche atteint dans sa santé ou dans son autonomie, et souvent les deux, santé et du coup autonomie. Cette notion comprend plusieurs types de situations avec comme point commun, on va dire, la notion d'une aide qui est non professionnelle par opposition aux soignants, ce ce bilan que l'on a fait. Et puis le rôle du proche aidant, normalement, devrait être, dans tout ce que l'on a un petit peu souligné, en résumant, les dias, idéalement synergique et complémentaire à celui du professionnel soignant. Et ce rôle est essentiel et il est pourtant encore assez mal reconnu. Mais vous voyez qu'en termes de divulgation, on a des programmes, Alan en a parlé, il y en a partout. Il y a maintenant, même dans les communes, des programmes proches aidants. Donc, je veux dire, il y a vraiment un développement de cette terminologie qui fait qu'on veut souligner non seulement l'aide qu'ils apportent aux patients, mais également valoriser cette fonction-là qui n'est pas un travail en soi, quoique, hein, attention, il y aura peut-être des nouveautés dans le futur. Vous avez su peut-être, alors je n'ai pas les détails, mais qu'il y a maintenant certaines boîtes privées qui veulent rémunérer, engager les proches aidants et les rémunérer, même s'ils n'ont pas de fonction et de spécificité, disons, de diplôme de soignant, les valoriser en termes vraiment pécuniaires afin qu'ils puissent être aidés aussi financièrement par rapport au rôle qu'ils apportent. C'est peut-être de la musique d'avenir, mais c'est vrai que ça a déjà été fait. Alors maintenant, y aura-t-il là-dessus, le débat est large, un remboursement ou pas des assurances quand des gens non diplômés assument des fonctions et là derrière doivent être rémunérés par quelque chose qui doit être de la couverture LAMAL, c'est clair que ça va loin dans le débat, mais vous voyez que ça enfreindrait la schématique du soignant proche aidant, le proche aidant n'étant lui-même pas soignant. On va peut-être arriver à quelque chose qui sera au-delà et qui va permettre de le valoriser en termes même, j'ai envie de dire, de rémunération. On n'en sait rien, d'accord? On peut imaginer aussi des situations où le proche aidant est une personne qui travaille, qui est active professionnellement
aimerait aider plus, mais ne peut pas concilier ça avec son travail, donc doit renoncer ou travailler à temps partiel. C'est des situations qui existent. Là, il y a des aménagements, je crois dans le canton de Vaud, c'est un peu plus avancé. Par exemple, l'employeur peut octroyer plus de temps à la personne qui est dans une situation d'aidant en aménageant son temps de travail sans le pénaliser par rapport à son salaire ou au fait de le garder dans l'entreprise ou autre fonction. Ça, c'est des choses probablement qui sont intéressantes pour l'avenir, parce qu'il est très difficile effectivement de concilier sa vie personnelle, ses obligations et aider quelqu'un qui est dépendant à la maison, par exemple. C'est souvent cette limite-là qui empêche une bonne participation, ou alors lorsqu'elle se fait, épuise l'aidant qui fait ça en plus de tout le reste. Donc il y a des aménagements qui sont intéressants, qui sont en train d'être développés. Il y en a déjà quelques-uns, mais c'est encore un peu aléatoire, on va dire, au bon vouloir par exemple, de l'employeur ou du système dans lequel on évolue. Donc, ce petit résumé sur cet écueil et ce risque d'épuisement du proche aidant, un problème fréquent, il faut le prévenir, le reconnaître, oser en parler. C'est pas une honte d'être fatigué et de renoncer parfois à certaines prestations d'aide lorsqu'on est simplement un proche aidant. Ces modifications du comportement émotionnel, c'est des signaux d'alerte, hein, détachement, irritabilité, perte d'intérêt, etc. On peut comparer ce syndrome d'épuisement à une forme de burn-out, pour schématiser. Pour l'éviter, pour le prévenir, il faut pouvoir s'appuyer sur des ressources externes. On a évidemment les soignants professionnels, médecins, services infirmiers, intervenants psychosociaux aussi. Les amis, hein, les aides informelles ou les proches qui peuvent participer dans leur mesure à améliorer la situation, pour ménager ses propres forces et capable de tenir sur le long terme. Et très important, le proche aidant doit garder quand même une partie pour ses activités personnelles, ne pas renoncer à tout ce qui peut lui paraître peut-être facultatif ou accessoire, qui au contraire est nécessaire sur le long terme, les loisirs, les moments de détente, les discussions, le partage avec des amis. Si les symptômes ou la situation est trop dégradée, demandez de l'aide à un professionnel. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, on a fait un petit peu différemment pour Alan, puisqu'il y a eu l'introduction de quelques situations, questions auparavant. Nous, on aura le plaisir de se retrouver, on l'espère, si vous serez là. La prochaine conférence étant, je crois, de tête le 1er avril, et sur une thématique qui est celle des directives anticipées, je crois. Voilà. Alors, merci à tous. Bon appétit pour la pause de midi. Et on vous dit à bientôt si on a la chance de vous revoir parmi nous. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous laisser un like et un commentaire si cela vous a plu. Au plaisir de vous revoir très bientôt.